Richard Fandikian. Édouard Philippe, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire du Havre, ancien Premier ministre, président du parti Horizon. Vous signez aujourd'hui un nouveau livre intitulé « Des lieux qui disent » chez Jean-Claude Lattès, clin d'œil au livre que vous aviez publié en 2017 et qui s'intitulait « Des hommes qui lisent ». Alors ce livre, « Des lieux qui disent », n'a rien d'un programme, prévenez-vous. C'est un ouvrage dans lequel vous évoquez les endroits qui ont fondé votre rapport au monde, de l'école Michelet de Rouen au Palais Royal, ce qui vous donne l'occasion de revenir sur vos débuts de juriste au Conseil d'État, de citer Molière et Badinter, en passant par le port du Havre, lieux qui nourrissent votre analyse sur l'école, la justice, la laïcité, la santé, les réformes, les grandes infrastructures. Alors ces lieux qui ont jalonné toute votre route, qui vous ont marqué et qui ont influencé votre approche des problématiques et votre carrière politique, ce sont tous ces lieux qui vous ont vraiment marqué, Édouard Philippe. Ces lieux que je décris et dont j'explique comment ils ont participé au regard que je peux porter, à l'analyse que je peux faire de 5 grands sujets qui m'intéressent parce que je pense qu'ils sont importants pour la France. L'école, la justice, la santé, les infrastructures et la foi ou la laïcité, sur lesquels j'essaie de réfléchir, pour montrer où sont les points de crispation et où peuvent être les pistes de réflexion. Mais j'ai voulu partir sur ces sujets des endroits qui ont structuré mon regard. Je mets au début du livre une citation d'Alexandre Dumas, que j'aime beaucoup, qui dit rien ne compose le fond de l'âme comme les premiers souvenirs. Et au fond, on est toujours de quelque part et on voit toujours un sujet en l'observant de quelque part. Et je trouve que ce quelque part, c'est souvent fait des lieux où on a découvert le sujet. Alors parmi tous ces lieux, quel est celui qui aura eu l'influence, l'impact le plus profond, le plus déterminant sur votre vie et sur votre personnalité ? C'est difficile de dire que tout remonterait à un seul lieu, mais s'il fallait choisir, il y aurait sans doute une part d'arbitraire, mais je choisirais l'école parce que je suis ce qu'il est convenu d'appeler un pur produit de l'école. Mes parents étaient professeurs et la famille de mon père était une famille assez modeste, même extrêmement modeste, et l'école était conçue comme le moyen de progresser, de s'épanouir, de s'affranchir des contraintes. Ça veut dire que mon père était le premier à avoir le baccalauréat dans la famille et que moi j'étais devenu professeur et moi j'étais programmé, je sais pas si on peut dire ça, mais c'est un peu vrai, pour essayer de réussir par l'école. Et donc ça a été un lieu dans mon enfance extrêmement important et c'est toujours un lieu très important et je considère d'ailleurs que c'est le sujet le plus important auquel la France est confrontée, la priorité la plus importante qu'elle doit résoudre pour aller mieux. Voilà, vous dites que ce livre est une rencontre intime avec un pays qui ne sait plus très bien où il en est, une maturation lente autour de quelques thèmes. Le premier d'entre eux, vous venez de le souligner, c'est l'école. Aucun sujet, dites-vous, n'est plus important. De tous les sujets qui mériteraient un débat public de qualité, l'école est probablement celui qui est le plus maltraité. Alors rappelons à nos auditeurs, vous venez de le souligner également, que dans votre famille, père, mère et sœur aînée ont tous été enseignants. Alors à propos de l'enseignement, vous décrivez une crise d'affaissement dont il faut redouter qu'elle se termine en effondrement. Oui, c'est ce que j'observe, même si je prends soin dans le livre d'expliquer que mesurer le niveau d'une école, c'est en vérité très difficile. Le comparer dans le temps, le comparer dans l'espace, c'est très difficile. Mais ce qu'on observe, ce qui est malheureusement de mieux en mieux documenté, c'est une forme d'affaissement, c'est-à-dire une forme de niveau moyen, pour autant que ça existe, qui diminue, d'écart de plus en plus net entre les très bons et les mauvais, de décrochage important. Bref, une école qui ne rend plus son rôle et qui ne sait d'ailleurs plus très bien quel est le rôle qu'elle doit se voir assigner. Donc il y a quelque chose d'extrêmement embêtant, d'extrêmement grave, parce que l'école a un rôle très particulier. Dans un pays comme la France, comme la République, qui se plaît à rappeler que l'école doit former des bons républicains, des bons citoyens, le fait que l'école française soit de tous les pays de l'OCDE celle qui reproduit le plus les inégalités sociales est complètement à contre-courant de ce qu'on imagine et de ce qu'on voudrait faire avec l'école. Donc il faut bien analyser les raisons du dysfonctionnement et essayer d'apporter des solutions, ce que j'essaie de faire, non pas du tout des solutions techniques, mais de donner les grandes directions qu'on devrait emprunter si on veut améliorer les choses, mettre le paquet sur la petite enfance
c'est-à-dire les classes préélémentaires et élémentaires. C'est là qu'on doit dépenser l'argent, c'est là qu'on doit faire le maximum d'efforts, parce que c'est là que c'est le plus intelligent et le plus utile de faire le maximum d'efforts. Ensuite, donner beaucoup plus d'autonomie aux établissements et les moyens de cette autonomie, pas simplement les moyens budgétaires, c'est pas vraiment une question budgétaire, mais aussi les moyens juridiques, les moyens humains, les moyens de gestion de cette autonomie. Se poser des questions qui souvent fâchent, c'est vrai, la question du rythme scolaire, qui est une question qui fâche, et de toute évidence, elle contribue à renforcer les inégalités, et de toute évidence, elle contribue à ne pas aider les rythmes dans l'année, les rythmes dans la semaine, les rythmes même dans la journée. Il faut qu'on repense un peu l'école. Repenser la façon dont on envisage les classes, la façon dont on envisage l'accompagnement individualisé des élèves. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais on ne progresse pas là-dessus, et en ne progressant pas, en vérité, on fait reculer le niveau moyen. Donc on a énormément de choses à faire si on veut sauver notre école. C'est très faisable. Je suis très optimiste, même si le constat que je fais est lucide et assez dur, mais je suis très optimiste sur la capacité qu'on a à améliorer les choses. Alors vous êtes aussi intervenu dans le débat sur l'immigration en disant qu'il fallait revoir l'accord de 1968 entre la France et l'Algérie, accord qui réglemente la circulation, l'emploi et le séjour des ressortissants algériens dans le pays, tout en soutenant les mesures présentées par Gérald Darmanin, Édouard Philippe. Oui, alors c'est différent du livre, parce que je ne parle pas de ce sujet dans le livre, mais c'est un fait que il existe environ 16 accords qui lient la France à des pays non européens s'agissant de l'entrée et du séjour des ressortissants non français. Et l'accord le plus favorable, en dehors évidemment des dispositions de l'Union européenne, mais l'accord le plus favorable concerne l'Algérie. Pourquoi ? Parce que en 1968, on essayait de régler la situation résultant de la dépendance de l'Algérie. On avait un besoin de main-d'œuvre qui était fort, on avait un lien qui était compliqué mais puissant. Et on a créé un système extrêmement favorable aux ressortissants algériens. Il se trouve que aujourd'hui, on est 55 ans après, que les raisons qui ont conduit à signer cet accord ne me paraissent plus être d'actualité, que tous les efforts qui sont entrepris pour essayer de normaliser la relation avec l'Algérie sont, il faut bien le reconnaître, assez peu suivis des faits, que la France est toujours un objet de régulation de la politique intérieure algérienne. Dès qu'il y a un problème en Algérie, c'est la faute de la France, que le niveau de tension ne baisse pas, et que je trouve que dans ces conditions-là, il me paraît normal de vouloir revenir non pas à une négation des relations entre la France et l'Algérie, c'est deux pays qui s'entendent, mais un retour au droit commun. Et donc ça veut dire en effet dénoncer la Convention pour faire en sorte qu'on revienne au fond à ce que nous constatons aujourd'hui, c'est-à-dire une relation qui n'est pas une relation privilégiée, qui est au contraire une relation souvent conflictuelle. Je ne vois pas pourquoi on aurait des dispositions plus favorables pour les ressortissants algériens aujourd'hui. Encore une fois, mon objectif, c'est pas de faire en sorte qu'on se fâche, mon objectif, c'est de mettre le droit en accord avec la réalité. Dans la course à l'Élysée, vous êtes en haut des sondages de popularité, vous êtes le favori à droite. Le président de la République, Emmanuel Macron, lui-même évoque votre nom comme l'un des successeurs potentiels. Alors à propos de votre éventuelle candidature à l'Élysée, vous déclarez que ceux qui disent qu'ils n'y pensent jamais racontent des cracks. En même temps, vous vous méfiez des sondages. Quand on a travaillé avec Alain Juppé, précisez-vous, on sait la valeur que l'on doit accorder au caractère prédictif des sondages. C'est une valeur quasi nulle. Ben voilà, vous avez tout dit. Je n'accorde aucune valeur à ces sondages en termes de prédiction de quoi que ce soit, et je considère que il est inutile de parler de ces sujets. En revanche, il est utile de travailler, de se préparer, de réfléchir, d'apprendre, de parcourir le pays, de rencontrer des gens, de rencontrer des lieux, de découvrir des sujets qui sont importants. Tout ça, c'est très important, et ça ne prend pas forcément la forme d'images très spectaculaires ou de déclarations très fracassantes, mais c'est un travail solide, de fond, méticuleux, et ça correspond plus à mon tempérament. Alors Horizon, votre parti vit ses premières années parlementaires dans un climat tourmenté. Qu'attendez-vous, Édouard Philippe, de vos troupes ? Qu'elles prennent leurs tâches au sérieux, sans se prendre elles-mêmes trop au sérieux. Le groupe Horizon à l'Assemblée nationale fait partie de la majorité. Il a été et il sera loyal à la majorité. Il en fait partie, mais il a aussi une tonalité particulière qu'il entend faire vivre. Et je trouve que depuis le début de cette législature, depuis 2022,
il existe, il se fait entendre, il apporte quelque chose, je crois, à la majorité, il va continuer à le faire, avec une très grande liberté d'esprit. Moi, je suis toujours d'avis de laisser et de faire confiance à la très grande liberté d'esprit des parlementaires qui m'ont rejoint. Ils ont des choses à dire, ils ont de l'expérience, c'est formidable, et qu'ils le fassent. Je leur fais entièrement confiance. Alors vous revenez également sur la maladie bénigne qui vous prive de cheveux et de sourcils. Pour autant, ce n'est pas un handicap pour 2027. Ma santé est excellente. Et vous dites, j'invite toute personne qui en doute à venir faire de la boxe avec moi. Oui, c'est un sport remarquable, vous savez. Oui. Ça demande un très bon cardio, ça demande beaucoup d'agilité, beaucoup d'endurance. Vous continuez à vous entraîner régulièrement ? Toujours, oui, toujours. Ouais. Faut jamais rien lâcher. Enfin, dernière question, Édouard Philippe. Comment espérez-vous que ce livre contribuera à la compréhension des lecteurs sur la relation entre les lieux et les expériences humaines ? Et moi, en écrivant ce livre, j'ai voulu à la fois dire des choses personnelles, non pas du tout pour m'afficher ou m'étaler, si j'ose dire, c'est pas vraiment mon genre, mais pour montrer comment une réflexion sur un sujet sérieux n'est pas simplement une idée qui est en l'air et qui arriverait et qu'on formulerait. En général, elle correspond à des longs mûrissements, à des évolutions profondes, et c'est ça que j'ai voulu montrer. Une pensée, elle est toujours enracinée, elle ne peut pas se réduire à cet enracinement, sinon elle est prisonnière, mais elle est enracinée, elle vient de quelque part. Et expliquer ça, je trouve que c'est dire des choses un peu sur soi, mais beaucoup sur les sujets qu'on traite, et c'est ça que j'ai voulu faire dans ce livre. Je rappelle le titre de votre livre, Des lieux qui disent, publié chez Jean-Claude Lattès, un livre qui dresse une liste de directions pour la France et qui vise à raconter la somme des lieux qui vous ont fait. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci à vous. D'avoir répondu à mes questions. À très bientôt. Richard Fandikian.